Bonjour à toutes et à tous. Depuis le petit matin, là, il est 4h40. Mais bon, comme je ne me suis pas encore couché, je vais quand même mettre à profit cette nuit de travail pour enclencher une seconde série de réflexions sur les événements de 68. Remarque préliminaire. Vous êtes très peu nombreux, eu égard aux effectifs, à regarder, à visionner depuis quelque temps ces vidéos. Les messages émanant par l'intermédiaire d'associations étudiantes ou autres de positions qui me semblent pour le moins injustifiées des autorités universitaires quant à l'organisation du contrôle des connaissances ne peuvent effectivement qu'inciter à se dire que bon, voilà, on mettra 10 à tout le monde, basta. C'est confortable, c'est facile, mais c'est indigne. Et dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a un truc qui s'appelle la liberté pédagogique. C'est-à-dire ce qui se passe entre moi et ma conscience. Quant à la valeur du niveau que j'estime nécessaire. Cela peut parfois poser des difficultés. Mais je n'ai jamais obéi à personne. Et dans la mesure où on nous vend partout la continuité du service public, y compris de l'éducation, en nous laissant d'ailleurs, nous, élus locaux, nous démerder sur le terrain. Par exemple, on va livrer un secret, en recevant des masques, mais en ayant l'ordre de ne pas le dire à la population. Puisqu'on fait appel à notre sens de la démerde pour pouvoir mettre en ligne des vidéos et qu'aucun système digne de ce nom ne permet de le faire à l'échelle institutionnelle. Alors là, la monnaie de la pièce, c'est que j'estime, à tort ou à raison, que les efforts faits par chacune et chacun d'entre nous doivent être partagés. Alors s'il faut mettre 10 à tout le monde, ce sera 100 mois. Il ne s'agit pas là d'une crise de fierté ou d'orgueil mal placé. Il s'agit là du minimum pour que votre année universitaire, malgré des circonstances qui n'ont en aucun cas à vous pénaliser, j'en conviens, conserve un minimum de valeur intellectuelle. En conséquence de quoi, même si j'ignore sous quelle forme, je ferai tout ce qui est possible
pour qu'il y ait un contrôle des connaissances. Et ce contrôle des connaissances portera sur l'ensemble des vidéos que j'aurai mises en ligne. Que celles et ceux qui ne sont pas contents s'en plaignent auprès des autorités compétentes et que les autorités compétentes assument le choix qui est le leur. Mais jusqu'à plus ample informé, dans mon cours, je suis libre de définir et de proposer la méthode de travail. Pour la note de contrôle continu, j'ai demandé un certain nombre de travaux. Plan d'exposé et fiche de lecture. Pour la validation du contrôle des connaissances, en fonction de l'évolution de la situation, je choisirai et je vous proposerai un mode d'évaluation. Donc, libre à vous de ne pas regarder ces vidéos. Vous êtes grand, majeur et vacciné, sans mauvais jeu de mots. Mais qu'à ce compte-là, vous soyez prêts à en assumer les conséquences. Ce n'est pas une menace. C'est simplement le constat que la solution qui consiste à faire une année blanche où tout le monde valide signifie par définition que cette année n'a aucune valeur. Et c'est à l'antithèse, c'est aux antipodes de ceux qui fondent le pacte républicain, fondé sur la méritocratie républicaine. Ce serait de la démagogie et de la veulerie. J'en viens donc maintenant à une seconde série de remarques, après avoir décrit rapidement la crise étudiante de mai 1968, sur le relais social à compter du 13 mai 1968 et comment de cette crise sociale on embraye sur une crise politique. Je le ferai très succinctement parce que là aussi les faits sont connus et vous trouverez beaucoup de choses. 13 mai 1968, pour protester contre les violences faites contre les étudiants et avec un très large soutien de l'opinion publique, une grève générale, mais une grève générale de facture limitée, grève générale de protestation contre les violences policières, contre les violences du pouvoir du général de Gaulle, est organisée avec, de façon classique, les organisations syndicales, certaines formations politiques, et puis, mais surtout ne pas se mélanger avec eux, les étudiants. Les étudiants qualifiés d'irresponsables, qualifiés d'enragés, que l'on veut marginaliser dans le cortège. Donc,
si vous voulez, une manifestation rituelle de protestation par rapport à la répression, mais dans l'esprit des organisateurs de cette manifestation, tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Et quand je dis tout doit s'arrêter, ça veut dire grève générale de 24 heures et puis c'est fini. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que cette grève générale, qui prend d'ailleurs une valeur symbolique, parce que 13 mai 68, c'est 10 ans, jour pour jour, après le 13 mai 58, ce qui a, vous en conviendrez aisément, une certaine symbolique dans le cadre du pouvoir gaulliste. 10 ans, ça suffit. Et ce qui n'était pas prévu et qui va pourtant se produire, c'est que après cette journée de grève et de manifestation, un certain nombre d'usines refusent de reprendre le travail. Et que l'on va assister un petit peu à la manière de ce qui s'était fait avec le Front populaire, les grèves d'enthousiasme qui ont salué la victoire du Front populaire en mai-juin 1936, à un mouvement autonome, spontané, d'occupation d'usines qui va dépasser les structures syndicales. Ça commence par des usines d'aviation, notamment dans la région nantaise, ça s'étend partout, et cette grève générale va devenir une grève d'enthousiasme, de libération de la parole, comme vous dites à propos de Polanski, par exemple, d'ouverture vers le monde, de contact, de mise en contact de milieux qui ne se fréquentaient pas, étudiants ouvriers, avec certains étudiants qui vont aller à l'usine, voir les ouvriers. Cette grève générale qui va complètement faire tache d'huile en dépassant les structures syndicales traditionnelles qui vont apprendre à gérer et à avoir à gérer en tout cas avec un mouvement qu'elles ne contrôlent pas. Voilà la nature de cette crise sociale. Ajoutons que là aussi, tout se passe comme si la crise étudiante du 3 au 11 mai avait opéré comme un appel d'air et que cette bouffée d'air se répande dans toute la société. Des lieux que le Premier ministre a réouverts. Parce que là aussi, il faudrait souligner avec force combien Georges Pompidou et ses proches, je pense à Jacques Chirac, je pense à Michel Jaubert, ont tout fait, tout, absolument tout, pour que la volonté répressive qui était celle du général de Gaulle ne débouche pas sur un drame. La réouverture de la Sorbonne, c'est Georges Pompidou. Le théâtre de l'Odéon, qui devient un forum permanent de discussion qui peut paraître aujourd'hui bien abscon et bien luberlu, mais qui met la culture à la portée de tous. La Sorbonne ouverte, où des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une université vont discuter de la guerre du Vietnam, qui du maoïsme, qui de la libération sexuelle, qui... Bref, un forum permanent, ouvrez les fenêtres. Si vous me permettez, moi qui n'ai jamais été maoïste, loin de là, que 100 fleurs s'épanouissent, comme disait le président Mao. Parmi les aphorismes du président Mao, après tout, dans cette période un peu exceptionnelle, on peut se lâcher. J'en citerai 3, entre lesquels il faut toujours choisir. Le premier, qui reprend un petit peu la même idée que la phrase fameuse de Jean Jaurès, aller à l'idéal pour comprendre le réel, c'est qu'il faut, pour tracer droit un sillon, il convient de fixer une étoile. Le second aphorisme, c'est un petit peu plus vulgaire, mais aussi peut-être un principe de survie par moment. Quand le viol est devenu inévitable, prends ton plaisir et tais-toi.
si vous voulez, cet appel d'air avec le sentiment que tout est possible. Et donc, la conjonction du mouvement étudiant, qualifié d'irresponsable, d'enragé par certaines organisations syndicales, la CGT, l'éditorial du journal de l'Humanité dénonçant les mouvements de l'anarchiste allemand Daniel Cohn-Bendit. Je parle du Cohn-Bendit de l'époque, pas du Cerbère zélateur aujourd'hui du pouvoir. Tout cela fait que le mouvement ne s'essouffle pas, que la grève devient générale et s'installe dans la durée, dans un climat d'euphorie intellectuelle. Tout semble devenir possible. D'autant que le général de Gaulle n'arrive pas à reprendre la mise. Il est parti en voyage en Roumanie, donc là aussi, du point de vue du pouvoir, première étape, Pompidou n'est pas là, de Gaulle, le tout répressif, je vais cogner la contestation, oui, la chienlit non, j'appelle l'armée, voilà. Le retour de Pompidou qui libère les étudiants, qui rouvre la Sorbonne, l'Odéon, etc., pour éviter un bain de sang dans Paris. Et je répète, grâce lui soit rendue. Et De Gaulle s'en va en Roumanie. Quand De Gaulle revient, il ne parvient pas à récupérer la mise. Donc comment on sort de tout ça? D'abord, on sort avec une violence de plus en plus accrue dans la rue. Des manifestations qui deviennent d'une très 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 grande violence, avec, à partir du 20 mai, un début de sentiment que l'on est en train de passer à une insurrection. C'est notamment le cas de la manifestation qui, lorsque le général de Gaulle fait un flop politique monumental en voulant sortir de cette crise en proposant un référendum sur la participation, parenthèse, sur la participation pour les 16 étudiants sur les plus de 200 inscrits qui se sont embêtés à la regarder dans la vidéo sur, n'est-ce pas, la politique économique et sociale du général de Gaulle. Ça démontre clairement que mon propos sur lequel la participation n'est pas qu'un alibi moral chez le général de Gaulle est assez fondé. Parce que quand dans une crise majeure, pour sortir de la crise, vous proposez le recours à la participation par un référendum, c'est-à-dire l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, acté par référendum, c'est peut-être que pour vous, cette idée est fondamentale. Une fin de la parenthèse sur le sujet, ce n'est pas un simple gadget, comme d'aucuns l'ont. Donc, ce référendum, cette annonce de référendum, fait un flop monumental. De Gaulle perd complètement pied, si bien que, dans une ambiance électrique, puisqu'au cours de cette manifestation, le 24 mai, la bourse est incendiée. Là aussi, c'est significatif. Pourquoi les étudiants s'en prennent à la bourse? Symbole de cette société de consommation qui conteste, inégalitaire, symbole des valeurs d'une société qui ne pense qu'à la logique du profit, symbole de beaucoup de choses, mais certainement pas symbole du pouvoir politique. Pourquoi ils ne s'en prennent pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi ils ne s'en prennent pas au palais de l'Élysée? Si on était dans une stratégie révolutionnaire de prise du pouvoir, c'est bien ce qu'il faudrait faire. Et donc, Georges Pompidou comprend qu'entre le vieux général de Gaulle, de plus en plus déphasé, et le mouvement étudiant qui peut, par rapport à ce sentiment qu'il donne de commencer à devenir insurrectionnel, devenir par là même impopulaire, et donc couper le soutien populaire qu'il a accompagné jusqu'à présent, et dont l'extension de la grève générale a témoigné, le Premier ministre Georges Pompidou va lancer avec les syndicats et par l'intermédiaire de certains de ses proches, je pense évidemment
à quelqu'un qui est charge de négocier avec la CGT. Je veux parler de Jacques Chirac, le général de Gaulle, le Georges Pompidou, va organiser la conférence des accords de Grenelle. En gros, acheter la paix sociale par des conquêtes sociales, salariales, emplois nouveaux, dans les reconnaissances des libertés syndicales, augmentation du pouvoir d'achat, enfin, des mesures très concrètes, mais qui correspondent simplement à l'idée de base, on achète la paix sociale. Négociation classique. Sauf que c'est pas ce qu'attendent les ouvriers en grève. Les ouvriers en grève, ils sont en grève pour une fois, non pas pour avoir plus de blé, pour pas avoir plus de grains à moudre, pour reprendre la formule d'André Bergeron. Non, ils sont en grève parce que 10 ans, ça suffit. Parce que c'est cette bouffée d'air frais qui... Et donc, par exemple, lorsque quelqu'un pour lequel j'ai toujours eu un immense respect, patron de la CGT, Georges Ségui, résistant, ouvrier imprimeur, arrêté à Toulouse, déporté, qui gardera des séquelles de sa déportation, donc il ne pourra plus reprendre son métier, et il sera réinséré dans la vie professionnelle, dans des bureaux à la SNCF. Georges Ségui va présenter aux ouvriers de chez Renault les immenses avancées des accords de Grenelle, signés donc ministère du Travail. Alors pourquoi ministère du Travail, pas Matignon? Parce que le gouvernement quand même veut que ce ne soit qu'au ministère du Travail et pas au siège du Premier ministre. Il n'y a qu'un accord Matignon, celui de Léon Blum, le 7 juin 1936. Dans la mémoire du peuple, il n'y a que les accords Matignon de 1936. Et le gouvernement, vous comprenez bien, ne doit pas aussi montrer qu'il cède devant la rue. Mais en tout cas, quand Ségui va présenter à Billancourt, aux usines Renault, les accords et qu'il tente de les présenter comme positifs, il est accueilli par des huées et par des boulons, lancés avec des frondes contre lui. Il doit partir battre en retraite. Et donc, dans ces journées du 27 mai 1968, tout part à volo. La CGT ne contrôle pas le mouvement social. Les syndicats, plus généralement, sont totalement dépassés. La base ouvrière ne veut pas d'un chèque pour sortir et arrêter. Elle veut autre chose. Et là, on entre dans une ère totalement inconnue. Et pour sortir de cette crise, deux éléments vont se coaliser. D'abord, très clairement, au sommet de l'État, l'éclatement du duel entre De Gaulle et Pompidou, dont la crise de mai 68 révèle à ce moment-là qu'ils ne peuvent plus se supporter. De Gaulle, par exemple, sans prévenir, va quitter Paris. Théoriquement, pour partir se reposer dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, il est en hélicoptère et en fait, il ne va pas à Colombey. Et on ne sait pas où il est. Et donc, le général de Gaulle disparaît. En fait, on s'aperçoit quelques heures plus tard qu'il est arrivé au commandement des forces françaises qui occupent une partie de l'Allemagne depuis la fin du second conflit mondial, qu'il est arrivé donc à Baden-Baden, au poste de commandement de l'armée française. Alors, De Gaulle n'a jamais raconté ce qu'il avait fait là-bas, et les témoignages du commandement français en Allemagne
ont été pour le moins discrets. Mais enfin, toutes les sources un peu, comme on dit dans le jargon des débiles mentaux, là, des barbiers et compagnie, tous les commentaires off disent très clairement que De Gaulle est arrivé dans un état de décrépitude, de désespérance, c'est foutu, aurait-il dit au général Massu, et il aurait été, entre guillemets, réconforté par le soutien de l'armée, c'est-à-dire, autrement dit, comme en 1958, le fait que l'armée était prête à intervenir pour le rétablir dans son pouvoir politique. Ce que, à propos de 1958, j'ai qualifié de coup d'État, et que je vous laisse qualifier par vous-même. Et donc, le général de Gaulle, qui a eu très très peur, qui voit d'une manifestation organisée par le Parti communiste, parce que deuxième axe, le Parti communiste veut reprendre le contrôle de la situation, parce que ce mouvement qui lui échappe lui est intolérable. D'ailleurs, quand la manifestation du Parti communiste qui passe par Saint-Augustin et par Saint-Lazare se rapproche dangereusement de l'Élysée, c'est Jacques Chirac qui est chargé par Pompidou de prendre le contact nécessaire avec Henri Krasucki, le numéro 2 de la CGT. Lui aussi, hein, après tout, allez, on va se lâcher. Ouvriers, juifs, polonais, déportés à Auschwitz. Parce que quand on présente après dans la littérature les leaders de la CGT comme des analphabètes, comme on le fait aujourd'hui, assez souvent par des gens qui prétendent savoir, n'est-ce pas? Non. Non, je suis désolé, les dirigeants de la CGT sont des gens qui méritent un minimum de respect intellectuel, n'en déplaise, n'est-ce pas, aux tenants du libéralisme. À tout va! Bref, le Parti communiste aussi est dans cette agitation-là. Si bien que, à la fois fort du soutien de l'armée et fort du soutien du fait que le Parti communiste ne veut pas que la situation dérape parce qu'il ne contrôlerait pas le processus qui en découlerait, cette conjonction-là entre la CGT et Georges Pompidou va aboutir à ce que tout le monde va se satisfaire, enfin tout le monde, sauf les étudiants, enfin, ceux qui peuvent concrètement trouver une solution vont se satisfaire d'une décision, d'une cote mal taillée, la paix sociale grâce aux accords de Grenelle et le général de Gaulle qui annonce, rasséréné par le soutien de l'armée, fin mai, qu'il dissout l'Assemblée nationale. Je voudrais insister sur ces journées des 27, 28, 29 mai parce qu'il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir est à ramasser. S'il n'est pas ramassé, c'est que le Parti communiste ne veut pas, pour des raisons X, que je développerai peut-être une autre fois, le ramasser. Si bien que les deux tentatives qui vont apparaître, d'abord, formation d'un gouvernement provisoire, parce que De Gaulle n'est plus là, tout simplement, qu'il a déserté son poste. Et qui est proposé dans la fameuse conférence de presse animée par François Mitterrand avec la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, demandant la formation d'un gouvernement provisoire sous la houlette de Pierre Mendès France. Je supposais que Pierre Mendès France eût voulu accepter une telle mission, apparaît comme un coup de force. Alors qu'il n'est sur le moment qu'une réaction au vide politique que l'incapacité du général de Gaulle à gérer cette crise jusqu'au 30 mai et le refus du Parti communiste de donner un débouché
à ce mouvement entraîne. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement mouvante. Et autre exemple qui, dans ces journées-là, illustre que le pouvoir n'est même pas à prendre, mais à ramasser, c'est le meeting du stade Charletti. Parce que, vous comprenez, pour éviter les violences, on décide de se réunir au stade Charletti. Les violences de rue, parce que ça fait un mois de violence, là. Il y a eu des morts, même si sur le moment on ne le lira pas. Il y a au moins un étudiant qui est mort sur les barricades à Paris. On dira qu'il a été victime d'un coup de couteau. Ah, belle blague, l'autopsie devenue secrète, mais qu'on trouve dans les archives de la police, témoignera d'un éclat de grenade lacrymogène. C'est aussi inadmissible que les opérations ophtalmologistes, n'est-ce pas, contre les gilets jaunes. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation extrêmement tendue où, pour éviter la violence, on se réunit au stade Charletti. Les organisateurs, les étudiants, les syndicats étudiants disent « Il y a parmi nous Pierre Mendès France ». À ce moment où le pouvoir est à ramasser parce que De Gaulle a déserté son poste, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Mendès France, au lieu de prendre la parole, se lève, salue la foule qui l'acclame et se rassied. Il se rassoit tranquillement, il la boucle. Il n'a rien compris au film. Ou alors il n'a pas voulu saisir l'occasion. L'histoire est là qui nous donne une chance, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe dans ces 2-3 dernières semaines du mois de mai 1968. Un mot encore. On ne lira jamais assez. Et là aussi, mon propos peut résonner, et c'est fait exprès, d'une certaine concordance des temps. Les autorités policières, par l'intermédiaire du préfet de police Maurice Grimaud, méritent un fraternel salut. Parce que, même s'il y a eu des morts, même si ça a été violent, ça n'a pas été le bain de sang dont les conséquences eussent été incalculables. Et de ce point de vue, de même que j'ai dit dans une vidéo précédente, qu'heureusement que Grimaud n'était pas Maurice Papon, je dirais heureusement que Maurice Grimaud était à des années-lumière au-dessus de la condition d'un préfet l'allemand. Bonne journée.